toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air, l'Eurocup 2024 et pour le Paris Basketball. Et oui, vous ne rêvez pas, chers auditeurs, après l'avoir emporté à l'Adidas Arena lors du match 1, le club de la capitale a terminé sa série de la finale de l'Eurocup chez la JL Bourg à Equinox en l'emportant 81-89 ce vendredi 12 avril, après avoir ouvert son compteur de trophées tout simplement avec la Leaders Cup 2024 en février dernier. Paris ouvre donc également son compteur à l'échelon européen avec l'Eurocup. Alors Antoine étant très certainement en train de faire la fête à Bourg-en-Bresse, c'est le seul Flavien, mais très bon également, qui m'accompagne pour ce débrief. Salut Flavien. Salut Lilian, bonsoir, bonjour à tous. Je sais pas comment vous écoutez ce podcast, mais on est champions d'Europe. Flavien qui a la voix, il n'était pas à Bourg-en-Bresse, hein, mais il a la voix cassée apparemment. Il a dû bien crier devant son écran. Même pas en plus. Bah écoute, si j'ai la voix cassée, en tout cas, même depuis le canapé, l'émotion était là. Oui, comme Nadir Effi, après la rencontre, alors on va débriefer justement une rencontre qui était bien plus serrée que le premier affrontement à l'Adidas Arena. C'est un doux euphémisme. Paris a, dans cette rencontre, dans ce match 2, a plutôt bien résisté à la grosse adresse burgienne en première période. Et puis, eh bien, dans le dernier quart-temps, on va dire que je pense qu'on en reparlera, mais l'équipe la plus supérieure sur cette finale l'a emporté, notamment avec un grand Mikael Jantunen à 3 points et également une défense vraiment barbelée dans les dernières minutes. Flavien, j'ai envie de dire, là pour le coup, quel match des Parisiens qui, sur cette rencontre, en tout cas d'un point de vue personnel, j'ai l'impression étaient sûrs de leur force et savaient qu'en appliquant un petit peu leur plan de jeu, à un moment donné, ils allaient avoir une chance de l'emporter à Equinox. Et c'est ce qu'ils ont fait ce vendredi au final. Ouais, ils ont un peu baissé la tête au début de match pour laisser passer l'orage, parce que Bourg-en-Bresse démarre très très fort. Grosse adresse, la salle qui est en ébullition, et tu te dis, ouf, la soirée peut être longue. De la même manière que Bourg avait passé une soirée très longue au premier match. Euh, et finalement, tu vois Paris s'accrocher parce qu'il y a eu quand même un gros temps fort sur le premier quart-temps pour la JL Bourg, mais il n'y a que 4 points d'écart. Et ce premier quart-temps, c'est le seul que Bourg-en-Bresse va remporter sur la partie. Et Paris va grignoter petit à petit. Un point ici, un point là, remonter au score. Et là où tout s'est joué, selon moi, c'est au retour des vestiaires à la mi-temps, où, encore une fois, on va dire, entre guillemets, le coach passe une bonne gueulante dans le vestiaire. Et quand ils reviennent sur le terrain, c'est pas que tu vois pas la même équipe, mais tu la vois toujours aussi concentrée et peut-être plus affûtée dans son plan de jeu. Et comme tu le dis, le plan de jeu, ils savent ce qu'ils doivent faire. Euh, et là, il y a la star a brillé, il y a un lieutenant qui a brillé, et le collectif dans lui-même a brillé. Je trouve que la défense a été particulièrement décisive pour remporter ce match 2 et donc l'Eurocup ce soir. Mais on va détailler un peu tout ça dans le podcast. Ouais, c'est vrai qu'on pouvait être un petit peu inquiet en début de match. Et au final, c'est une réflexion qu'on faisait dans notre chat interne. C'est qu'à la mi-temps, tu es mené au final que de 3 points, alors que la Gielbourg avait une adresse folle. Ils doivent marquer 7 ou 8 tirs à 3 points sur la première période. Au final, ils n'en marquent que 10 au total. Et tu te dis, t'es qu'à 3 points, tu joues bien, mais tu sens que l'autre équipe est un petit peu dans un état d'euphorie. Alors toi, tu ne l'es pas forcément. Et c'est ça qui était très rassurant. Je pense que c'est un des points clés de cette rencontre et on va tout de suite en parler. C'est que Paris, par rapport peut-être à la Gielbourg, justement, à contrario, la Gielbourg qui n'avait pas réussi à empêcher le jeu rapide parisien à l'Adidas Arena, et ben Paris, ils ont à la fois pu produire du jeu rapide à Equinox et en même temps, quand il y a eu les gros temps forts de la Gielbourg, ils ont su un petit peu casser le jeu, faire des fautes et empêcher que les Burgiens, eux, ben, que leur état d'euphorie dure plus longtemps dans la rencontre. Et je trouve que c'est la différence entre les deux équipes, c'est vraiment Paris qui a su un peu empêcher la Gielbourg de prendre feu, alors que de l'autre côté, les Burgiens, eux, ils ont été incapables de le faire, même sur ce match 2 à la maison. Ouais, on les a sentis peut-être sans solution, Bourg, hein. Un peu ce qu'on avait vu au mardi, mais une équipe qui avait une idée en tête et qui, je pense, sans son adresse, ne pouvait pas exister contre Paris. Et si tout le match, il tire à 3 points à 60%, bon, tu peux rien faire, sauf que ça existe très peu ou pas du tout, ce genre d'équipe.
Et quand tu connais un peu le travail défensif qui est proposé par Paris depuis le début de saison et que tu vois, il y a vraiment des séquences, ça proposait beaucoup de switch, côté Paris pour intervenir notamment sur les shooters. Le ballon tournait bien côté Bourg, mais c'était aussi parce que, Paris offrait toujours, enfin, laissait une solution, mais qui n'est pas une solution en fait. Si tu laisses un tir semi-ouvert, non, en fait, ils vont plutôt prendre la feinte et redonner à quelqu'un, et tu as un autre joueur de Parisien qui vient fermer, etc. Je trouve la défense a fait un boulot formidable. Et, tu donc n'as pas senti forcément Bourg en fait dans son match, mis à part voilà 10 minutes et encore peut-être 8 minutes. Derrière les 3 cartons qu'on suivi, Paris les a remportés. Voilà. Pour moi, si tu regardes par rapport aux 2 matchs, il y a finalement pas de surprise, par rapport au résultat final. Paris remporte, cette double confrontation, assez aisément, et c'était assez logique. À la fois déjà au fil des formes précédentes, hein, puisque Paris vient d'enchaîner quand même sa 19e victoire d'affilée et n'a pas perdu depuis le 27 janvier. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une emprise sur l'équipe adverse de la part des hommes de Thomas Cizalo qui ont jamais lâché le steak et qui se voyaient champions avant la finale, et on comprend pourquoi après leur prestation là de mardi et de ce vendredi. Ouais, j'ai trouvé que ce vendredi, pour rester un petit peu sur cette notion de jeu rapide que Paris, et c'était assez marrant le parallèle entre les deux équipes, c'est que la Gielbourg dans la rencontre a par moments mis d'énormes dunks, notamment j'ai le souvenir d'Isaiah Mike, ligne de fond, il y a aussi un drive de Jeremy Morgan qui finit par un gros dunk, et Bodian je Massa crois que sur les aussi, deux axes, sur le alley-oop. voilà, mais quasiment sur chacune de ces actions, Paris a réussi à marquer très vite en transition. Et tu ne peux pas te permettre de te relâcher une seule seconde face à cette équipe. Dès qu'ils ont la balle, dès qu'ils ont leurs 24 secondes, sur les 6 premières secondes, ils sont hyper dangereux. Et Paris a su faire fructifier cela, au contraire de la Gielbourg, qui n'a pas forcément pu avoir ce jeu rapide, parce que Paris a eu 14 rebonds offensifs sur cette rencontre, parce que tu as un Tyson Ward qui est directement sur le porteur du ballon, qui fait sa presse tout terrain. Et je trouve que c'est ce qui fait la différence. Paris a eu beaucoup plus, n'est pas forcément est meilleur sur jeu placé parce qu'ils ont des meilleurs joueurs à l'image de TJ Shorts, mais il se crée aussi beaucoup plus de tirs faciles parce que sur les 6 premières secondes, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe, et ça fait la différence parce que tu obtiens des paniers aisés, et forcément, bah, après, quand sur jeu placé, Mikael Antunen, il a su faire fructifier des paniers en fin de rencontre. Mais voilà, je trouve que c'est une des grosses explications de la victoire parisienne à Equinox ce vendredi. Ouais, et puis moi, dans une autre explication, moi, que j'ajouterais, c'est dans les moments clés du match. En fait, tu as réussi à mettre tes tirs au moment où c'était le plus important. Retour des vestiaires, donc le match est serré, et tu repasses devant, mais tu pas à l'abri en fait que, Bourg-en-Bresse, reparte dans un éclat et soit emmené par sa salle, et que tu te fasses un peu manger par l'énergie, du moment. Et à chaque fois, que ce soit, TJ Shorts, que ce soit Nadir Hifi notamment, qui met un tir à 3 points, qui a pas de sens. Tir de la gagne, le tir qui finalise la victoire. Ouais, mais c'est dans le 3e quart, non? Ah, tu parles des. Je crois que tu parlais du dernier tir en fin de quatrième quart-temps. Non, Autant je te pour moi. parle je te parle du, tu sais, du shoot où c'est sur une remise en jeu, il remonte, Hmm. et il lâche très vite son tir. Je crois en plus, il le siffle technique, je crois, que sur le tir, mais bref. En fait, à chaque fois, sur les moments chauds, heu, Paris a eu l'avantage en marquant des paniers ou en ne prenant pas le panier. Et je trouve que c'est assez révélateur du niveau de cette équipe. C'est vrai que tu regardes en face, bah, quand ils ont eu des tirs, ils ont aussi encore une fois un peu des leaders qui ont pas été au rendez-vous, hein, mais un Bryce Brown, même s'il joue très peu, il fait 0 sur 4 à 3 points. Azayema qui fait 2 sur 7. Rizaché fait 0 sur 2. Leurs snipers ont un peu été en deçà encore, alors que, bah, on dit ils ont eu de l'adresse, mais ils ont eu de l'adresse surtout peut-être par d'autres joueurs, hein. Un Axel Julien qui a eu une très bonne première mi-temps, Jérémy Morgan qui avait peut-être noté dans ses carnets comment il fallait tirer à 3 contre Turmas.
Mais sinon, tu vois, le niveau dans les moments clutch, dans les moments chauds, dans les moments où le momentum peut s'inverser, il est toujours resté parisien à partir du moment où tu as repris l'avantage et tu l'as jamais cédé. Même quand Bourg remettait la pression, revenait, il n'y a jamais eu, je trouve, d'inquiétude en fait. Dès que Paris est repassé devant, tu voyais une équipe qui était sereine par rapport à son avance, même si elle était faible. Et je pense qu'ils se sont vus, ils voyaient le titre au bout et qu'ils n'ont pas lâché le steak. Ouais, sereine également au niveau du point de vue de la mentalité, parce que même là, tu parlais des leaders burgiens du soir, même à Jeremy Morgan qui est très bon, à un moment, au final, il joue que 15 minutes ce soir parce que il prend faute plus technique et du coup en première période et du coup bah il peut quasiment plus jouer de la fin de la première période et puis Frédéric Toux est obligé de le manager. Pareil à un moment Bodian Massa qui met son coude en avance sur Michael Kessen, ça donne technique aux Parisiens. Donc à la fois les cadres de la Gielbourg ont un petit peu plus répondu présent ce soir, et notamment par exemple Isaiah Yama qui met 16 points ce soir, mais on a senti leur impuissance face à Paris également au niveau des attitudes, et voilà, ça a fait la différence au final. Paris dans le quatrième quart-temps avec un Mikael Jantunen, je veux bien que tu me dises un mot sur lui parce qu'il est au final un petit peu le symbole de l'abnégation qui paye pour Paris. Au final, ce n'est pas TJ Shorts, le double MVP qui donne la victoire, on va dire, finale à Paris, mais c'est son Finlandais besogneux dans la raquette qui fait un petit peu toutes les tâches ingrates, mais également qui peut, sur certaines rencontres, vraiment prospérer au niveau du scoring. Et puis, bah, il l'a encore démontré ce soir dans le quatrième quart-temps à Equinox. Ouais, bah, Mika, en fait, tu vois, par rapport à son enfin, je suis allé voir ses stats tout à l'heure, mais tu regardes, en fait, s'il y a pas TJ Shorts qui est MVP des finales, peut-être qu'en fait, c'est Mikael Antunen qui l'est. Le niveau, de son match 1 où il est précieux sans trop en faire, mais là, sur le match 2, il est partout, sur le scoring déjà, il met le tir, certes, pour donner l'avantage un peu final, mais même il fait 3 passes décisives, il provoque 8 fautes, là où il en provoque plus que TJ Shorts, alors que c'est un peu la stat de TJ Shorts avec Paris, où c'est quelqu'un qui provoque beaucoup, il a beaucoup le ballon en main. Là, c'est Minka qui a été le plus productif dans ce secteur. Et ça récompense un peu bah, sa saison, hein. On en parle depuis le début de saison de Mikael Antunen avec de jolis mots. Euh, Bah, là, il met un point d'honneur à tout ce qu'on dit sur lui depuis le début de l'année. Depuis qu'il est arrivé à Paris, voilà, il a proposé une partie d'excellent niveau au moment où il était attendu. Là, il fait un run depuis que Paris il gagne beaucoup de matchs. Il est aussi, il revient un peu là très récemment sur des performances de très haut niveau. Euh, voilà, en fait, quand tu vois ce genre de match, tu comprends aussi qu'il n'a pas simplement été pris par Paris parce que c'était un compatriote de Thomas Cizallo, mais parce que c'est un vrai joueur de basket et qu'il a vraiment du ballon. Et là, bah, il confirme avec ce match ce soir et avec vraiment une vraie performance de qualité, qu'il est largement au niveau et il représente bien le Paris Basketball cette année. Ouais, un Paris Basketball qui, au final, bah là, son collectif est un petit peu moins rayonné sur cette partie et du coup, bah, certains ont pu élever leur niveau. C'est très positif. Par exemple, un Mehdi Nguama, pardon, un Michael Kessen ont eu beaucoup plus de difficultés sur cette rencontre, mais des joueurs comme Michael Yantunen, comme Justin Simon aussi sur cette partie, qui inscrit 8 points, qui met un énorme dunk à un moment sur Kevin Kokila. Sébastien Herrera qui a fait une très bonne première période, notamment sur ses drives. Donc voilà, Tyson Ward, qui cette fois-là n'a pas été fanny de points, qui en a marqué 10. Donc voilà, ça a été très bon. Au niveau des role players, on va dire, pour Paris. Et puis, bah, tu as ton TJ Sort, ça 22 points. Ton Adirifi qui met un dernier gros tir un petit peu pour sceller la victoire, qui inscrit 14 points au final. Mais voilà, là encore, le collectif de Paris qui a su briller, même si certains ont eu certaines défaillances sur ce match 2. Mais voilà, au final, Paris l'a emporté. Paris qui n'a perdu du coup sur cette campagne d'Eurocup qu'une seule rencontre, c'était face à Besiktas en saison régulière. On peut un petit peu pour conclure là sur la match-up sur le terrain, Flavien, on peut dire que c'est clairement la meilleure équipe de la série qui l'a emporté et plus globalement la meilleure équipe en Eurocup cette saison à remporter le trophée. La meilleure équipe de la saison en Eurocup, il n'y a même pas une once de débat. Et j'ai même envie de te dire la meilleure équipe de la série aussi, hein.
Bourg-en-Bresse n'a vraiment existé que, on va dire, par allez, bribes. 10 minutes à Paris et 8 à 10 minutes à Bourg. Le reste du temps, Paris était vraiment au-dessus. En tout cas, proposait un basket de meilleure qualité et a très bien su, lire le jeu de Bourg-en-Bresse. Heu, voilà, tu vois, quand tu vois Freddy Photo à la fin là, du match 2, refuser de serrer la main à Thiamas Cissalo. Bon, l'image est pas folle, mais tu sens là, le coach qui n'a pas su, n'a pas su trouver la solution en tout cas pour battre Paris et que ça doit être frustrant parce que tu vois une équipe rouler sur le championnat, rouler sur l'Eurocup et que tu peux rien faire. Là, le niveau qu'ils ont affiché, sur ce run, quart de finale, demi-finale, finale compris, fabuleux. Et qui semble en plus une équipe qui semble monter en puissance. On avait vu en début de saison un Paris impressionnant avec un style de jeu nouveau pour le championnat de France et même à l'échelon européen, on va le dire. Et ça s'était un petit peu essoufflé. Et là, depuis on va dire, le premier titre de l'histoire du club, depuis la Leaders Cup, Paris ne fait que monter en puissance et c'est forcément très intéressant pour potentiellement aller chercher un troisième titre, pourquoi pas, avec les playoffs de Betclic Elite. Bon, on va pas s'avancer plus que cela. Je te propose, Flavien, dans ce débrief, qu'on aille vers notre rubrique MVP. Et celle-là, elle est plutôt facile. TJ Short nous l'offre un petit peu sur un plateau. Alors nous, on va lui offrir son quatrième titre de MVP de la saison. Allez, TJ Short, MVP de la saison régulière d'Eurocup et donc fort logiquement MVP de ses finales. 15 points au match 1, 22 points au match 2. Franchement, je sais plus quoi dire sur TJ Short. Je sais pas si toi, Flavien, tu as quelque chose de plus à rajouter, mais les mots me manquent pour parler du meneur californien du Paris Basketball. Bah, on va dire un truc, hein, mais il est trop fort. C'est tout. Je Je suis je désolé, crois qu'il y a mais juste ça à dire. non, mais c'est affolant. Là, justement, j'ai sous les yeux, j'ai, heu, j'ai son palmarès depuis un an, donc il y a moins d'un an, depuis le mois de mai 2023. MVP de la BCL, MVP du Final Four de la BCL, MVP du championnat allemand, MVP de la Leaders Cup, MVP de l'Eurocup, MVP de la finale de l'Eurocup. Ça, c'est juste ce qui s'est passé sur les 11 derniers mois de TJ Shorts et là, en fait, il survole littéralement bah, pas le basket européen parce qu'il joue pas encore dans le meilleur niveau, mais ça viendra bientôt, visiblement. Heu, mais tu vois, le garçon est tellement épanoui et là, sur la finale, bah, en fait, sur la finale, il est, pour le match 1 en tout cas, il est fidèle à lui-même et très impactant même si, il marque peu et sur le match 2 en fait, je trouve qu'il a un impact encore plus fort parce que c'est au moment où Paris est pas bien que lui, il prend les choses en main et il est déjà à peut-être 11 points à la mi-temps, quelque chose comme ça et tient à bout de bras cette équipe en mettant des paniers et en étant très efficace en attaque comme il sait le faire tout le temps. Heu, on manque de mots parce que, bah, voilà, on en parle depuis le début de saison de ce garçon et bah, on n'a pas connu de meilleur joueur dans ce club, hein. Très honnêtement, ça même si une histoire assez récente pour le Paris Basketball, mais là, ce que TJ Shorts propose, tu vas difficilement pouvoir trouver plus fort comme saison, je sais pas, dans les 10-15 mois à venir. Donc là, ce qu'il faut juste retenir, c'est que il faut profiter de ce qu'il nous montre cette année parce que c'est trop bah, encore une fois, c'est trop fort. J'ai pas vraiment pas trop d'autres objectifs à lui donner et sa finale, son MVP des finales, il est largement mérité parce que, bah, il est vraiment le joueur qui te permet de gagner les matchs, à tous les niveaux et que ce soit en championnat et surtout en Eurocup. Et l'histoire est belle parce que TJ Short vient un petit peu sans être péjoratif, un petit peu de nulle part. Il avait aucune offre universitaire à sa sortie du lycée. Il avait quasiment pas eu d'offre pour un club pour ses débuts en professionnel. Et donc voilà, de tout rafle, c'est vraiment ce qu'il disait dans ses dernières interviews, la volonté de montrer que tout le monde s'est trompé sur lui, mais de le faire à ce point-là, de remporter tous les trophées individuels quasiment qu'il peut sur les deux dernières saisons là, c'est vraiment super impressionnant et on sent vraiment, c'est ce qui est vraiment encore plus impressionnant, c'est que à l'échelon de la BCL et du coup de l'Eurocup, qu'il a l'air vraiment au-dessus du lot
presque même plus que cela et c'est super excitant. Moi, là, j'ai juste envie de le voir en Euroleague, voir ce qu'il peut faire. Avec Paris ou pas, ça on verra. Mais voilà, c'est une super histoire. Et là, franchement, si on m'avait dit au début de la saison qu'on aurait un joueur d'un tel niveau au Paris Basketball, franchement, je l'aurais pas cru. Parce que là, il évolue vraiment à un niveau titanesque. Thomas Isalo, après la DS Cup, disait que c'était un Terminator. Il n'en a pas le physique, mais tout ce qu'il démontre dans les faits, eh ben, c'est le cas. Pour l'instant, il est vraiment un peu invincible, intouchable. Donc, on va voir si ça va continuer pour Paris. Mais en tout cas, toutes les distinctions, tout ce qu'il reçoit pour le moment, toutes les louanges qu'on peut lui faire, bah, elles sont méritées pour TJ Shorts. Et je pense que ça peut nous faire une belle transition vers un petit peu le dernier sujet qu'on veut évoquer sur ce débrief. C'est que TJ Shorts, qui a signé 2 ans à Paris, une année, la deuxième année en option en cas d'Euroleague, et donc en ayant gagné l'Eurocup 2024, Paris se donne le droit d'avoir un ticket pour la plus grande compétition européenne, l'Euroleague. Restera à savoir désormais si Paris l'acceptera, parce que c'est pas parce qu'on te le donne que tu es obligé de l'accepter. David Kahn disait au micro de Squeak après la rencontre qu'ils allaient discuter avec les dirigeants de l'Euroleague pour voir comment Paris peut s'y intégrer, parce que ça demande énormément de coûts, à la fois financiers, à la fois logistiques. C'est un autre monde que la BCL ou l'Eurocup. Flavien, qu'est-ce que c'est un peu toi on se projette déjà un petit peu, c'est un petit peu là de la boule de cristal, mais quels sont toi tes premiers sentiments sur ça, sur le ticket Euroleague de Paris? Qu'est-ce que pourrait en faire le club de la capitale dans les semaines, dans les mois à venir? Moi, j'ai une question. Tu crois vraiment que David Kahn, il va refuser un ticket en Euroleague gratuit comme ça? Non, parce qu'il a dit que quand le train se présente une fois, on ne le laisse pas passer. Alors je ne pense pas. Ah, j'ai tellement rigolé quand il a dit ça là au micro de Squeak tout à l'heure. Mais bon, plus sérieusement, heu, non, ils vont pas louper le train. Ils vont aller en Euroleague. Il y a même pas pour moi, c'est même pas un débat, c'est même pas une question. Effectivement qu'il y a des questions à se poser sur la logistique, sur la gestion d'une saison, sur l'investissement qui doit y avoir parce que, bah, il y a ton budget qui va devoir exploser, alors qui explosera aussi parce que tu vas en Euroleague et que tu auras peut-être des sponsors, supplémentaires et cetera. Mais ils vont pas louper le train, heu, tout simplement parce qu'on le dit, on en parle depuis, je sais plus, on avait fait un podcast sur au moment où la grosse rumeur, Euroleague sortait, heu, en novembre, et à ce moment-là, on disait: «Mais vaudrait mieux te qualifier cette année en Euroleague en gagnant l'Eurocup, plutôt qu'en ayant, la wildcard, qui était annoncée». Bah, là, c'est fait. En termes d'image, c'est le meilleur moment parce que tu viens de remporter la compétition qui te permet d'avoir ce ticket-là. Tu t'évites, moult polémiques en ayant une wildcard et tu laisses les problèmes, on va dire, du côté de Londres peut-être ou du côté de Dubaï quand ils auront une wildcard. Heu, Moi, j'ai envie de te dire là en termes d'image, c'est le meilleur timing possible. Tu les JO en plus qui arrivent, donc tu as de l'exposition à Paris, ta salle et cetera. Je pense que vraiment tout s'aligne pile comme il faut. Et même s'il met un peu de secret pour l'instant, David Kahn, je pense qu'ils vont pas tarder à accepter le ticket et rejoindre l'Euroleague l'année prochaine. Il y a même enfin, je vois pas un monde où Paris refuserait cette offre-là et laisserait passer le train et comme tu dis, tu laisses pas passer le train 2 fois. Une fois, tu le laisses pas passer une fois, pardon. S'il est passé, pour après aller il faut refaire le même chemin que tu viens de faire. Mm. C'est très difficile, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration, beaucoup de sacrifices. Heu, Là, ce groupe-là, il était aussi prédestiné à vouloir jouer l'Euroleague en 2024. Tout le plan du club était de remporter l'Eurocup. L'Eurocup était l'objectif même majeur, lorsque la saison a débuté pour Thomas Izzalo et ses hommes. Maintenant que c'est remporté et que tu as, ce ticket pour l'Euroleague, il faut y aller, il y a même pas à hésiter. Ouais, tu parlais de ce podcast que vous avez fait avec Théo et Antoine en début de saison. Et à ce moment-là, on évoquait surtout, franchement, je pense qu'on était un petit peu loin de s'imaginer pouvoir remporter l'Eurocup. C'était surtout par rapport voilà, aux rumeurs de possibles invitations. Puis entre-temps, dans la saison, il y a quand même Dubaï qui s'est émissé là-dedans. Donc, euh, donc voilà, si entre guillemets, tu n'avais pas cet accessite sportif, peut-être que dans les saisons à venir, ça aurait pu être
plus dur, éventuellement. Après, Paris était un énorme marché, donc ils y auraient été à un moment donné, je pense, forcément. Mais ça aurait pu être compliqué. Et je pense que là aussi, et c'est ce que David Kahn mettait en avant en premier, ce sont les premiers mots qu'il a dit au micro de Squeak, c'est il a voulu remercier le coach et ses joueurs. Et en fait, Paris également, au-delà d'avoir des forts, comment dire, les reins solides financièrement, et je pense qu'ils pourront augmenter le budget assez aisément. Tu le disais, des gros sponsors qui vont arriver. Mais Paris, en même pas une saison, c'est surtout trouver un vrai projet sportif. On est passé de Will Weaver, où les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient sur le parquet, où c'était un petit peu l'anarchie, à Le club Med, le club Med. le Club Med. Voilà, j'allais employer la dictature Isalo, c'est pas ça, c'est la méthode, le, enfin bref, tout le monde marche dans un et même sens, avec un groupe qui n'a pas non plus, qui a des très bons joueurs, mais qui n'a pas encore des joueurs calibre Euroleague, avoir autant marché sur l'Eurocup, être aussi bon en championnat de France pour l'instant. En fait, tu as un vrai, peu importe les joueurs pour l'instant que tu aurais un petit peu dans le projet, enfin, que tu aurais dans ton effectif, tu as un projet sportif, une direction, ce que tu n'avais pas auparavant, et tu as une direction qui peut t'amener, comment dire, qui peut te dire que tu es viable en Euroleague. Alors, il faudra bien sûr un effectif tout autre, du coup, avec un budget qui va avec, mais tu vois le projet sportif qui va avec. Et en fait, en début de saison, quand on parlait de ces trucs Euroleague, on ne savait pas encore si on l'avait, ce projet sportif. Et donc, quand tu connais les capacités financières de Paris, que tu connais les capacités de ce club à se développer à une vitesse astronomique. On le rappelle, le club a été créé à 6 ans, ils ont gagné l'Eurocup. Malgré tous les moyens financiers qu'ils ont, c'est quand même un truc de fou, parce que tu as réussi à concrétiser là où beaucoup de clubs n'ont jamais eu, ne serait-ce que l'occasion d'effleurer un trophée européen. Donc c'est très très fort, et je pense que oui, voilà, pour résumer un peu, David Kahn, il fait un peu de la langue de bois. Là, pour le coup, il fait pas trop on va dire, son américain à se dire oui, oui, on va y aller. Mais je pense également que c'est, allez, sûr à 99,9% que Paris sera en Euroleague la saison prochaine. Ouais, pas beaucoup plus à rajouter. Euh, je pense on peut avancer parce que l'Euroleague nous enfin, arrive à Paris. Donc, en plus, pardon, mais je vais peut-être même rebondir là-dessus. C'est une bonne nouvelle parce que tu vas retrouver des matchs de très 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 haut niveau dans la capitale. Euh, et peut-être aussi dire que bah, Paris est aussi rentré dans l'histoire du basket français ce soir en devenant, je crois, c'est le 6e club à remporter une Coupe d'Europe, si je dis pas de C'est bêtises. ça. Ouais. Donc C'est bah, ça. ça, tu inscris ton nom dans le palmarès du basket français, là où certains, sur les réseaux sociaux notamment, euh, disaient j'aimerais bien voir le Paris Basketball dans 10 ans, voir s'ils ont un trophée. Bah, ils en ont déjà 2. Et il y en a peut-être un troisième qui lorgne aux yeux des Parisiens en juin. C'est peut-être hier Toulon qui a 2 trophées déjà cette année. Non, enfin Ah, c'est bref. ça. C'est ça, non? Mince, t'as raison. Bah oui, voilà. Ouais. Non, enfin, ouais, Mince. trêve de plaisanterie, c'est vrai que ça ferait alors 3 clubs français en Euroleague la saison prochaine, avec l'Asvel, Monaco. C'est assez fou. Ça montre aussi la progression en termes beaucoup plus général du basket français sur ces dernières années, avec la locomotive Monaco. Et puis voilà, et puis tout le reste qui grimpe derrière la Gielbourg. On en a également un bon exemple. Ça ne se concrétise pas par un titre, mais à coup sûr, voilà, cette finale 100% française était l'illustration également de la progression du championnat de France sur l'échiquier européen. Et c'est ainsi qu'on va terminer ce débrief du titre de l'Eurocup. On aura le temps de reparler de l'Euroleague Attends, quand. j'ai un dernier mot, parce que tu parlais d'hier Toulon. Mais je suis allé vérifier. Il y a peut-être un quatrième titre qui arrive parce qu'ils sont premiers de National 1. Oui, Voilà. oui, c'est Je dis ça, vrai. j'ai rien. Il pourrait accéder à la Pro B. Oh là là, peut-être que dans 2 3 ans, des affrontements hier Toulon, Paris en première division. Le derby. Le derby. Le classico, Oh. même, plutôt que le derby. Bon, il est temps qu'on termine là, parce qu'on digresse vraiment trop. C'est ainsi que se termine ce débrief du titre de l'Eurocup 2024 pour Paris. On vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux @ParisB-8 on air sur Twitter, Paris Bibolonnaire sur Instagram. Et nous, on se retrouvera on va retourner un petit peu à notre quotidien du championnat, terminer tranquillement cette saison régulière de Betclic Elite dans le top 2.
On va dire, ce serait idéal pour s'éviter Monaco en play-off, au moins jusqu'en finale. Et puis pourquoi pas rêver d'un troisième titre pour Paris cette saison. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, les Parisiens nous en donnent le droit de rêver. Merci Flavien d'avoir été en ma compagnie pour ce débrief et on se dit donc à très vite. Bye bye. Allez, ciao, ciao.